Géographie. Quoi? Géographie. Ça existe, ça? Bah oui. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong? Il faut tous les noms. Attends, tu t'en sors pas, il te faut 4 mois pour répondre là-haut. Ceux qui habitent en France, c'est les Français. Ceux qui habitent en Roumanie, c'est les Roumains. Ceux qui habitent en Italie, c'est les Italiens. Etc. 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 c'est pas un pays, hein. Ah, d'accord, j'y étais pas du tout. Les Hongkongolais. Ah non, les Hongkongais. Mais ça va, c'est pareil, yo. Oh, sérieux? Ah, d'accord, On va jouer à gna alors. Ah, puis alors, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est on pose des questions, il faut donner les bonnes réponses. Ah, d'accord, alors, c'est ça le jeu. Alors, ok, alors on joue. Ah. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 36. Cette semaine, émission bilan, diaspora et identité. Pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas se regretter, garder les instants qu'on a volés. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Un pain. Oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'avez peut-être compris, non pas via cette citation donc d'une chanson de To Be Free. Des To Be Free. Donc, nous ne parlerons pas de Partir un jour de Amélie Bonin, le film qui a fait l'ouverture au dernier festival de Cannes. Mais donc, si vous l'avez reconnu grâce à ce pré-générique extrait du Clan de Eric Fraticelli, nous allons cette semaine retourner du côté de Hong Kong, donc à l'occasion d'une palanquée de films ayant un rapport plus ou moins lointain donc avec l'ancienne colonie britannique, puisque nous parlerons pour commencer d'un coffret qui vient de sortir en UHD et en Blu-ray chez Spectrum Film, Norton's Tale et The Illegal Immigrant de Mabel Chung, deux films de 1985 et 1987. Ensuite, nous évoquerons rapido la ressortie aussi dans une magnifique copie de Shanghai Blues de Choi Ark, dont nous avions déjà largement parlé ici dans cette émission. Et enfin, nous parlerons du film anthologique Septet, The Story of Hong Kong, réalisé par rien de moins que Sammo Hung, Han Hoi, Patrick Tam, Yen Wu-ping, Johnny To, Ringo Lam et Choi Ark. Et pour parler de ce jeu, pour autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Vous l'avez reconnu, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Et c'est tout, car voilà, donc nous sommes tous les deux, l'un et l'autre séparés par une vitre. Donc Thibaut s'occupe à la fois de la mise en son et aussi de parler, car cet homme peut tout faire. Dr Erwan n'est pas des nôtres ce soir, il sera d'ailleurs aussi absent la semaine prochaine pour des bêtes questions de salariat. Et Margot est également absente pour les mêmes raisons. Comme quoi c'est terrible le travail. Hein. Voilà, donc du coup, il ne faut pas m'en vouloir si il y a quelques pains qui se déroulent au cours de cette émission. Oui, la défense de la technique, mais je sais Thibaut que maintenant tu maîtrises quasiment l'objet. Presque, comme on l'a vu, presque. Des fois, il y a des trucs que je maîtrise et puis la semaine d'après, je les maîtrise plus. Voilà, terrible. Donc voilà, ce sont les forces en présence et le programme. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas locaux pour commencer, eh bien nous l'annoncions la semaine passée, a eu lieu ce dimanche la braderie du quartier Alphonse Guérin, dans lequel moi-même et des amis du cinéma et moi avons pu vendre des devises et des produits culturels de qualité, et nous en avons profité pour enregistrer ou déboter une petite émission de picking des DVD Blu-ray des uns et des autres pour pouvoir en parler. Ça devrait normalement, si tout va bien, arriver dans la semaine chez le cinéma est mort, mais on en reparlera. Ça va Thibaut? C'est vrai qu'il fait très très chaud dans les
studios. Ultra chaud dans le studio, laisse tomber. C'est terrible. Il y a plus la clim là, c'est dramatique. Donc voilà, il y aura une émission bientôt. Sinon, nous vous rappelons que dans le cas des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis, une fois de plus, du cinéma est mort. Donc le 8 juin, ce sera Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, donc qui passera en VF. On l'est peut-être pas précisé les semaines passées, mais un sondage avait été effectué en ligne pour savoir qui était puriste et qui était nostalgique, et donc c'est la nostalgie qui a gagné. Hop, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Sachant que c'est le film que tu découvres quand tu es grand enfant, jeune adolescent. A priori, oui. Voilà. En plus, le travail de doublage est vraiment très très bon. Donc... Oui, mais c'est assez étonnant dans les Indiana Jones, ça, parce que Indiana Jones change de voix à chaque film. Oui, moi d'ailleurs, l'opus numéro 2 m'avait toujours un petit peu surpris. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai toujours trouvé plus faible par rapport aux autres. Je pense que c'était une question de VF. Après, je l'ai revu en VO. Pourtant, c'est Francis Lax, c'est lui qui doublait déjà Harrison Ford dans La Guerre des Étoiles. Ouais, mais il y a un truc qui allait pas. Richard Darbois ne vient qu'à partir de la dernière croisade. Voilà. Et vu que j'aime pas Star Wars, que je les ai pas tous vus. Oui, mais faut au moins la trilogie. Ouais, mais je m'en souviens plus. D'ailleurs, Andor, là, sur Mickey+, c'est largement le meilleur truc qui était fait sur Star Wars depuis à peu près 30 ans, je pense, 35 ans même. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Mais si, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de force, c'est des mecs qui font de la résistance, tout ça. Bon. Forest Whitaker. Ah, mais non. Donc, sinon, pour continuer dans le local, ce jeudi, en partenariat donc, entre l'Arvor et l'Institut franco-américain, ce sra Sabotage, film dont on avait parlé ici il y a 2 ans, je crois, au moment de sa sortie, donc sur les sabotages de pipeline d'éco-terroristes. Oui, avec Alors, le film, je l'ai vu qu'une fois, j'aimerais bien le revoir, mine de rien, mais on avait parlé surtout d'un énorme design sonore qui était hallucinant. Des virées un petit peu expérimentales au final, parce que c'est un film qui n'est pas trop littéraire. Il y a très peu de lignes de dialogue. Et puis, peut-être un final de petit malin, mais ça arrive quand même à retomber sur ses pattes. Donc, rien que pour le début, rien que pour la 80% du film, ça vaut le coup d'y aller. Surtout que le bouquin dont il est tiré avait fait un petit peu polémique. Exactement. Donc, How to Blow Up a Pipeline en langue originelle, réalisé par Daniel Goldhaber, voilà. Donc jeudi, une séance qui vaut le coup. Oui, exactement. Sinon, toujours à l'Arvor, ce dimanche, dans le cadre de Cinévorax, donc les rendez-vous pour les petits et pour les grands, à 11h du matin, ce sera Pompoko de Isao Takahata, film merveilleux, à la fois dramatique et extrêmement drôle de voir ces grosses peluches qui sautent sur leurs énormes couilles. Quelques séquences un peu flippantes. Oui. Il faut... Voilà... Les enfants de moins de... Ça peut être... les enfants de moins de 7 ans peuvent avoir peur. Voilà. Je le sais parce que je l'ai initié dans mon ciné-club et que que certains enfants avaient eu peur. Ça peut réagir un peu vertement. Ouais, voilà. Donc on n'y va pas avec des enfants de 3 ans. Exactement. Sinon, les sorties nationales demain, bien évidemment, donc c'est Mission Impossible 8, The Final Reckoning, donc le dernier épisode de la saga, parce que Tom Cruise a décidé donc d'arrêter les frais pour les Missions Impossibles, mais il va retrouver autre chose à faire. Hein. Oui, on ne fait pas de soucis. Voilà, donc depuis l'OPA sur la saga de Christopher McQuarrie, il y a peu de changements depuis le 5e épisode, mais on ira voir ça bien évidemment par complétisme et par amour de Tom, qui ne cesse d'en faire des caisses pour montrer à quel point il est cool, alors qu'on sait bien qu'il n'est pas vraiment cool. Mais bon, nous en reparlerons la semaine prochaine. Dans un tout autre genre, il y a le nouveau film de Cédric Clapiche, qui est un peu le nouveau Claude Lelouch, avec La Venue de l'avenir. Voilà, c'est ça le titre. Ouais. Ah bah oui, c'est comme Claude Lelouch. Encore que Claude Lelouch est encore vivant et il va encore bientôt mettre un film mis en vie, comme il dit, puisqu'il ne le met pas en scène, il le met en vie. Ah oui, ça promet. Hein. Ouais. Donc voilà, La Venue de l'avenir avec Vasily Schneider, Vincent McCain, Julie Piaton, Suzanne Lindon, la fille de Vincent. Tout ça, un casting à la Lelouch, quoi. Sinon, il y a une nouvelle version donc, de Disney, toujours, de Lilo et Stitch. Oui. On en parlait l'autre jour avec le Doc et Margot, et qui étaient outrés qu'on n'ait jamais vu Lilo et Stitch, mais j'avais déjà lâché l'affaire sur la Disney. C'est sorti en 2000 ou 2001, un truc comme ça, je crois. Il y a quelques temps. Et donc voilà. Ça se passe à Hawaï avec une peluche, non, c'est ça ou Je crois, je l'ai vu qu'une fois. Un genre de Gremlins. Donc voilà. Je m'en souviens plus des Nouveau Lilo et Stitch. Bon. Sinon, retour des frères Dardenne avec Jeune Mère.
Un film choral sur des jeunes femmes qui deviennent mères et c'est pas facile. D'accord, oui, bon. Voilà, un pur Dardenne. Un Dardenne movie, ouais. Voilà, exactement. Autrement, un film qui s'appelle Holly pour les amateurs de skateboard et de campagne. Donc voilà, sur un jeune Zazu dreadeux qui va bosser dans une ferme, et il y a aussi là une jeune fille dans la ferme qui aimerait bien faire du skateboard, et donc ça va être transmission entre les deux. Truc encore vu et rebattu, sauf que c'est un décor différent, sur une passation entre deux milieux sociaux, tout ça, une belle histoire. Bah, ça dépend qui est à la BO et quel est le track listing. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de punk à roulette, malheureusement. Ah. Non. Et autrement, on n'en parlera pas, mais bon, c'était quand même un énorme succès. Ce fut à l'époque un énorme succès. C'est la ressortie de 3 hommes et un couffin de Colin Serrault. J'ai pas vu ça depuis What 1000 ans. Hein. Ouais, je sais même pas s'il faut le voir. Hein. C'est plus de 10 millions d'entrées à l'époque, il y a 35 ans. Énorme. C'est sorti quoi, 88, 89 ? Peut-être. Ouais, par là. Un truc comme ça. J'ai pas envie, j'ai la flemme de vérifier. Et bon, c'est un peu à cause de ce film aussi que Michel Boujna a eu une carrière. Quoi. Ouais, mais non. C'est qui Michel Boujna, Roland Giraud, et je sais plus c'est qui le troisième ? Non, c'est pas Smaïn. Hein. Non, je sais plus. Je sais pas. Guy Marchand. Non. Plus. Bref. Non. Je m'en fous. De toute façon, il repassera probablement dans peu de temps sur RTL 9 ou voilà. Énergie 12. Ah non, parce que ça n'existe plus, Énergie 12, mais son équivalent prochain. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission. Et donc, on nous annonce nous diriger vers Hong Kong et un conte d'automne. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Low and Low avec la musique qu'il a composée pour A Autumn's Tale de Mabel Chung, qui vient de ressortir en Blu-ray et en UHD, donc chez Spectrum Film, dans un coffret qui contient également le premier long-métrage de la réalisatrice hongkongaise Illegal Immigrant. Donc gros coffret accompagné de moult, en tout cas bonus. Il y a donc une intervention de Arnaud Lanu, qui est aussi des interviews avec Mabel Chung et Alex Lowe, donc qui est l'époux et le compagnon de travail en fait de Mabel Chung, mais également accompagné d'un gros livre de à peu près 180 pages écrit par Stacey Lee Ford, qui revient justement sur toute la production du film Autumn's Tale, donc un conte d'automne. Et ce, bien avant que ce salopard de Eric Romer ne fasse le sien en 1998 dans la série de ses... c'est pas les contes des 4 saisons, hein, c'est ça, parce que le premier c'est 90 je crois, et le dernier, donc conte d'automne, c'est 98, donc bien avant Hong Kong, toujours à la pointe, toujours en avance. Donc Mabel Chung, réalisatrice de ce qu'on a appelé on vous rappelle la nouvelle vague hongkongaise qui a déboulé donc sur Hong Kong fin des années 70, début des années 80, qui était toute une nouvelle génération de metteurs en scène et de metteuses en scène, Anhui, Choi Ark, John Woo, tout ça dont on a souvent parlé dans cette émission. Et Mabel Chung, c'est une réalisatrice dont je pense on a trop peu parlé, pour une raison assez simple, c'est qu'elle était quand même beaucoup moins médiatisée que ses camarades. Elle n'a pas forcément travaillé aussi avec les mêmes acteurs et les mêmes metteurs en scène que beaucoup donc de ces petits camarades de jeu, même s'il y en a certains qu'on retrouve dans ce film-là. Et en fait, c'est une réalisatrice qui a fait toute une trilogie au début de sa carrière sur la diaspora hongkongaise et chinoise aux USA, parce qu'elle-même avait vécu un certain temps aux USA et donc à New York notamment. Et donc tous ces 3 premiers longs métrages reviennent là-dessus. Donc le premier, The Illegal Immigrant en 1985, Autumn's Tale en 1987 et Eight Tales of Gold, qui était ressorti d'ailleurs je crois chez Spectrum Film, qui date de 1989. Et donc ce coffret-là nous propose donc les 2 premiers films, qui sont des films assez jumeaux finalement, parce que même les 3 films, parce que ça nous raconte justement la vie de cette diaspora hongkongaise donc à New York, avant la rétrocession bien évidemment, mais comment est-ce que cette jeunesse essaye donc de s'adapter au cadre américain, surtout celui des années 80, qui est le capitalisme triomphant et galopant, et comment un peu ces jeunes travailleurs et travailleuses vont essayer de s'en sortir dans cette ville pour le moins hostile,
D'autant que le New York des années 80 n'est pas celui que l'on connaît maintenant. C'était l'époque où notamment donc Manhattan, le district de Manhattan et ses différents quartiers n'étaient pas encore nettoyés entre guillemets comme il y a eu à la fin des années 90 sous la direction de Rodolphe Giuliani comme maire de New York. Donc les deux films se déroulent principalement donc dans le quartier de Chinatown, donc à New York, qui se situe au sud du district de Manhattan, à côté du Lower East Side. Le Lower East Side qui était quand même connu pour être le gros quartier craignos, l'héroïne, la drogue, la violence et compagnie, et donc au-dessus en plus du quartier financier donc de New York. Et donc les deux films se déroulent en partie là-dessus, mais c'est aussi très largement des déambulations donc dans la ville de New York elle-même, puisqu'on visite effectivement plusieurs districts et puis plusieurs quartiers, mais qui surtout lui permet de mettre en scène de très beaux personnages dans une grosse pomme qu'on a rarement vu filmer comme ça, en tout cas clairement pas par des regards américains. Thibaut. Oui, alors moi je ne pourrais te parler que de An Autumn's Tale parce que c'est le seul que j'ai vu, mais en effet c'est vrai qu'on est ici dans un New York. Alors, c'est un New York qu'on a déjà vu dans le cinéma, notamment dans le cinéma de genre. Mais c'est clair qu'on est à l'opposé d'une carte postale, on va dire Woody Allenienne. Je pense par exemple à Manhattan, bien entendu, avec sa photo, avec son affiche totalement iconique, qui fait vraiment archétype et qui fait... avec son scope noir et blanc. Voilà, et surtout la construction du plan avec ce pont, avec la skyline au loin, les sentiments qui naissent et se défaissent autour d'un banc. Voilà. Donc ici, on n'est pas du tout là-dessus. Et d'ailleurs, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Le film est très surprenant. Mais en fait, ça nous fait du bien de voir ce film-là. Et ce qui est très intéressant pour rebondir sur ce que je viens de dire, sur les archétypes new-yorkais qu'on peut voir dans le cinéma américain et pas que américain, c'est par exemple l'arrivée en fait du personnage principal féminin à New York, généralement qui est joué par Cherry Chung qui avait déjà à ce moment-là une bonne notoriété. Elle avait déjà gagné des prix dans les festivals à Hong Kong. Elle avait vraiment une genre de starification qui se mettait en place. Et puis en plus, elle est incroyable dans le film. Mais en fait, donc, sans trop divulgacher, mais en fait, elle arrive de Hong Kong, elle atterrit à l'aéroport, et là, il y a Chow Yun-fat avec ses acolytes qui viennent la chercher. Et généralement, quand tu sors de l'aéroport, ou du moins quand tu arrives aux États-Unis, il y a quelques figures qui sont connues, qui sont classiques, qui sont archétypales, comme je le disais tout à l'heure. Pêle-mêle, comme ça, il y en a une, bien entendu, qui est hyper célèbre, c'est la Statue de la Liberté. Charlie Chaplin l'a convoqué. Charlie Chaplin, Le Parrain, The Brutalist, Francis Ford Coppola l'a convoqué, James Gray l'a convoqué, pour ne citer que 3 immenses cinéastes, sachant que je n'ai toujours pas vu The Brutalist, mais vu que le film fait 60 000 heures, je ne sais pas comment c'est bientôt les vacances. Mais bref, passons. Ou alors, donc ça, c'est généralement quand tu arrives en bateau, tu vois, pour Chaplin, pour Coppola, pour Gray, ce sont ces arrivées-là. Mais c'est une image iconique. Deuxième image iconique que moi je trouve qui, dans mon souvenir de cinéphile et de cinéphage, me marque, c'est par exemple, on prend un taxi et on passe le pont-de-Bouclier. Et on se balade. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que JFK, l'aéroport, en fait, est à l'est complet de la ville, et que tu es obligé de passer, pour arriver sur l'île de Manhattan, tu es obligé de passer par un pont, le plus célèbre étant le Brooklyn Bridge. Et ici, pas du tout. En fait, qui c'est qui arrive? C'est Chow Yun-fat, c'est ses acolytes, un Chow Yun-fat totalement débraillé, qui arrive dans une voiture, tu sais même pas encore comment elle roule. Oui. Et en fait, on va rester. Qui joue un lointain cousin de Cherry Chung. Et en fait, on va arriver, ils vont rentrer dans la voiture et ils vont aller dans l'appartement de Chow Yun-fat. Or, qu'est-ce qui se passe? On ne va jamais voir en fait l'héroïne en train avec les yeux grands ouverts sur les États-Unis, le rêve américain. Ébahi par le nouveau monde. Le champ des possibles. La posture habituelle étant qu'on est derrière la vitre du taxi et puis on voit soit en reflet
soit la vitre est ouverte et puis on voit la skyline toute la skyline, le CBD de New York. Oui, il n'y a pas en fait dans qui se révèle. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas dans les yeux du personnage la fascination qu'on retrouve souvent dans les films de diaspora c'est ça. Ou bien les films de migration. Et même, par exemple, Sofia Coppola dans Lost in Translation l'avait fait, ça. Alors dans un registre beaucoup plus mélancolique, mais il y avait ce côté ébahi, hallucination de ce monde nouveau qui s'ouvre à nous. Là, en l'occurrence, c'était pour le personnage de Bill Murray. Et ici, pas du tout. Surtout que, d'autant plus, notamment, non seulement on reste à l'intérieur du taxi, mais en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bizarrement, il y a une poursuite qui se passe. Avec des membres d'origine mexicaine, me semble-t-il. Ouais, des gangs de latinos. Des gangs. Et en fait, il y a une baston. Donc ça va nous raconter quelque chose aussi du melting pot, bien entendu. Mais en fait, dès le début du film, on va rentrer dans le chaos, dans le conflit, et dans cette vision vraiment ultra aromantique du New York. Et elle fait ça, la réal, elle fait ça en quoi? En 15 minutes. En 15 minutes, en gros, elle nous livre en fait ce que va être son film. On te plante les enjeux en termes dramatiques, en termes romantiques et en termes d'espace. Ouais. Heureusement, bien entendu, il y a une relation qui va naître. La relation va être bien évidemment compliquée, mais néanmoins, voire même pessimiste, mais néanmoins elle va naître. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de commencer ce film là-dessus, et vraiment ça détruit littéralement la carte postale américaine. Donc moi je trouve ça très très bon. Et ensuite de ça, on va rentrer dans l'appartement de Chow Yun-fat. Et ici, alors on peut évoquer vite fait la superbe photo du film, le sens du cadre qui est hallucinant, parce que là on est dans un quartier crade, appart crade, un bordel sans nom, mais néanmoins on va quand même arriver à construire. Et les copies sont monstrueuses en plus, dans le coffret de Spectrum, les copies sont vraiment... C'est très très beau, c'est très très beau. Mais néanmoins, l'appart est certes bordélique, mais il va quand même y avoir des gestions de l'espace qui sont ultra intéressantes, parce qu'en fait, les deux personnages ne vont pas vivre globalement au même niveau. Il y a une espèce d'étage, il y a une espèce de rez-de-chaussée, puis un étage, mais il va toujours y avoir un sens du cadre. Et donc, le film, en fait... peut être vu un petit peu comme une comédie, parce qu'on est quand même à Hong Kong, donc il y a forcément un mélange des genres, parce que c'est le cinéma hongkongais. C'est une comédie, mais ça va se dramatiser de plus en plus. On va faire des allers-retours d'ici de là, mais je trouve que le cadre va vraiment, le fait de cadrer aussi bien ces personnages dans des espaces dégueulasses, je trouve que ça fait ressortir leur humanité. Parce que de l'humanité, même si au début, ils vont se chamailler un petit peu, tout va pas très bien se passer, mais il y a une grandeur d'âme, ça va s'élever en fait au fur et à mesure. Oui, parce qu'en fait, le film est sur des ressorts de comédie romantico-dramatique assez connus. C'est-à-dire que le déroulé n'est pas forcément extrêmement, novateur ou genre de choses, mais finalement on est vraiment sur des rails, mais ça va être tous les détours que l'on va prendre qui font le sel de la relation, justement le fait qu'ils aient quand même beaucoup de mal à se voir, que en fait tomber amoureux ou se dire qu'on tombe amoureux et pouvoir après en parler à l'être cher, c'est extrêmement difficile, d'autant plus dans une ville aussi énorme que les personnages ne maîtrisent pas totalement, parce que ça reste quand même une ville étrangère dans laquelle ils n'ont pas vécu, donc même si le personnage de Chow Yun-fat est là depuis plus longtemps, il n'en maîtrise pas non plus encore tous les codes. Lui-même, il est plutôt taxi, mais il est assez margoulin, il essaye de faire des trucs pour en sortir, elle aussi, elle va se taper plein de petits boulots. Et ce que je trouve très beau dans le film, c'est justement ce qu'elle arrive à faire de Chow Yun-fat, qui tout le début des années 80 se prend bide sur bide, il fait que des films qui se plantent, jusqu'à justement la même année, en 1987, où il fait le premier Syndicat du crime de John Woo, où là d'un coup il accède au statut presque immédiatement de superstar donc à Hong Kong, et ce film-là il est fait à peu près en même temps, sauf que ce qu'est fait de Chow Yun-fat, je pense qu'elle l'a déjà perçu dans ses films précédents, mais elle leur travaille pour en faire quelque chose de vraiment différent, parce que Chow Yun-fat, l'image globale qu'on a, c'est d'un des mecs les plus cool du monde. Avec deux guns dans les mains. Il est super beau, il est super élégant, il est extrêmement drôle, mais ce que va chercher, et il est aussi dans ce film-là, mais ce qui va... ce qu'elle essaye de retravailler justement, c'est un peu de déjà déconstruire ce qu'est Chow Yun-fat, c'est-à-dire qu'elle en fait quelque chose de, elle en fait quelque chose de beaucoup plus sensible, finalement d'une masculinité
hongkongaise qui ne fonctionnerait pas sur des ressorts, des mécaniques, on va dire, virilistes ou bien violentes. Tout à fait, parce que il faut bien se rendre compte de ce qui est le personnage incarné par Chow Yun-fat dans le film. C'est littéralement un loser. Il y a que il vivote. Alors, c'est un loser. Il n'est pas loser intrinsèquement, mais c'est la situation qu'il fait être loser. Du coup, ça nous raconte quelque chose. Je parlais du rêve américain, de l'ouverture, le champ des possibles, the land of opportunity. Ici, des opportunités, franchement, il n'y en a aucune. Au final, c'est un loser parce qu'il galère. Il fait des petits trafics, il aime bien la bagarre, mais bon, il est un peu ridicule. Donc, sur la figure de Chow Yun-fat, c'est intéressant. Il vivote de boulot, de ci, de là, tu sais pas trop. Son taxi est craignos. T'as pas envie de monter dedans. Il est craignos au possible. Donc, je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche très bien. Et comparé à elle aussi, elle vivote. Elle n'arrive pas à. Alors, elle est là pour étudier, mais elle a quand même du mal à se faire sa place. Et cette place, en fait, le fait d'avoir du mal à se faire sa place, je trouve que c'est hyper bien senti dans certaines lignes de dialogue, en fait, où entre les deux, il parle de mémoire, il parle de bouffe, notamment. Ça évoque un petit peu Confucius ou Washington, ça parle de musique, ça parle d'opéra. L'opéra américain, c'est pas le même que l'opéra chinois. Et du coup, tu sens que ces personnes-là sont totalement perdues. Et en fait, c'est pour ça qu'elles sont loseuses, ou des perdantes. Ce sont clairement des perdantes de l'immigration américaine parce qu'ils ne savent pas quoi faire, en fait. Sur ce territoire. Le territoire ne fait pas rêver ou ne fait plus rêver. Ce territoire est hostile. Ce territoire ne nous permet pas de vivre correctement et dignement, parce que voilà, il y a les taudis. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est bien évidemment le sentiment amoureux qui va naître petit à petit. Parce que de toute façon, cette loose de la diaspora ou de la migration, c'est juste rattaché à cette fausse idée du rêve américain et puis du melting pot, parce que de toute façon, la majorité des gens qui ont immigré sur les terres américaines, en tout cas, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas devenus des grands capitaines d'industrie ou bien des gens qui ont réussi, entre guillemets. Non, de toute façon, il nous le dit dès le début. Avec la poursuite entre le gang de Latino et le gang de Hongkongais, en fait, la fight qui se passe, et puis ils se traitent un peu de tous les noms. Voilà, direct, dès le début, en fait, du film. Ça nous raconte ça. Donc, voilà. Et puis, il y a le sentiment de ce sentiment d'identité un petit peu confuse se retrouve également dans de très belles séquences de solitude, je trouve, où bien sûr, hein, c'est un sentiment amoureux qui naît, donc forcément des fois ça va moins bien, donc on se dispute et compagnie, mais il y a un sentiment de solitude dans une rue ou dans la pièce dans laquelle on est. Donc c'est franchement, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Mais il y a ça en fait entre les deux films, The Illegal Immigrant, qui parfois repose un peu plus sur des ressorts de comédie, parce qu'il y a un peu plus de personnages secondaires qui seront, on va dire, un peu plus fantasques. Mais les deux films en tout cas partagent à la fois un côté presque documentaire sur New York, parce qu'elle-même, donc comme elle a vécu à New York pendant des années, les films sont quand même vachement inspirés de sa propre vie, où elle, jeune fille, elle était dans cet environnement un peu hostile, mais comme tu le disais, sous le côté documentaire, le côté crasseux, le côté étonnant, mais pas forcément fascinant de la ville de New York, il y a finalement plus qu'une question de communauté, c'est une question, en tout cas, dire plus que la communauté, du pays ou de l'identité d'origine, c'est une communauté finalement de sentiments qui permet que justement les êtres se rejoignent et arrivent à trouver des points d'accointance et pouvoir évoluer ensemble dans un espace. Ce qu'on dit, c'est il faut pas. Le film n'est pas du tout misérabiliste, donc. Parce qu'on l'avait dit, il y a la beauté du cadrage et la beauté du photo. Et par rapport à la communauté du sentiment, c'est intéressant parce que au final, tu te dirais, allez, c'est l'amour qui va les sauver, qui va les permettre d'intégrer le rêve américain, ou du moins le cheminement américain, de prendre la route. Et en fait, on divulgage un petit peu, mais de toute façon,
la séquence, enfin le dernier tiers du film est suffisamment beau pour se laisser prendre, même si on connaît le déroulé. C'est qu'en fait, non. C'est qu'en fait, ici, tous les archétypes, en fait, sont pulvérisés. C'est un conte. Le film s'intitule un conte d'automne. De l'automne, clairement, parce qu'il y a quand même une patine mélancolique tout autour. Mais conte, je sais pas, parce qu'un conte... un conte, c'est violent et c'est violent, mais c'est dramatique, c'est nourri d'archétypes. Mais le conte, si on a derrière nous la représentation disneyienne du conte, le conte au final, ils se marièrent et ont eu beaucoup d'enfants. Ici, tous les archétypes sont pulvérisés, mais de manière très soft, très douce. Voilà, on sort pas la sulfateuse pour pulvériser le rêve américain. Mais il est quand même pulvérisé. Et qui finit par un mini flash-forward, justement, bouleversant. Alors, la fin du film... Sur le pier. Alors, la fin du film est incroyable. Parce qu'en fait, on se retrouve à Coney Island. Pareil, Coney Island... Alors, on le voit pas trop, Coney Island au cinéma. Peut-être de mémoire dans le premier film de James Gray, là, comme il s'appelle, avec Tim Roth et Edward Furlong. Little Odessa. Little Odessa, peut-être, parce qu'il me semble que c'était plutôt la diaspora... d'Europe de l'Est, qui habitait un petit peu par là. Mais en tous les cas, Coney Island, c'est quoi? C'est les manèges, surtout les manèges. On peut écouter également ce que... Tu vois ça en fait dans les films noirs, souvent, quand j'arrive à la fête foraine et compagnie. Il y a bien entendu Lou Reed, le chante magnifiquement. Mais ici, il y a cette possibilité, la communauté de sentiments se met à se mettre en branle. Voilà, mais le film coupe en fait. Enfin, alors, je suis obligé de dire un peu de divulgacher, mais en gros, il y a un restaurant. Chow Fat a pris la direction du restaurant. Un ponton sur le pier. Ils se sont fightés, ils ne se sont plus retrouvés pendant quelques temps, et là, ils se retrouvent parce qu'elle est babysitter pour une riche famille, et ils se retrouvent et là, il y a un instant, il y a comme une étincelle de magie. Et tu te dis, finalement, c'est possible. Mais le film cut, et tu ne sais pas si elle va dire oui ou si elle va dire non à l'invitation de Chow Yun-fat. Donc tu dis, c'est possible, et en fait, non. La séquence est hallucinante, magnifique dans le cadrage, magnifique dans la posture également. Dans la photo, sur un crépuscule. Silence. Sur un sourire. Les acteurs, en fait, sont posés, ne sont pas des statues, mais il y a une espèce d'immobilisme. Le film, en fait, ne s'éteint, mais pas du tout. Tu as l'impression que c'est un temps suspendu. Il se suspend. Et c'est 5 minutes. Et ces 5 minutes sont absolument bouleversantes sur ce film-là. Mais, tu sais pas trop quand même. Mais au moins, toi, en tant que spectateur, tu as compris l'expectative et la porte ouverte. Bien entendu, tu as compris où la réalisatrice voulait en venir. Et tu te dis, l'émotion est-elle là où elle n'est pas là? Du coup, ça fend quand même un petit peu ton petit cœur. Oui. Mais il y a une telle beauté, parce qu'on sait très bien que quand s'ils se marient et ont beaucoup d'enfants, au final, tu deviens chiant. Ouais, puis à la fin, ils divorcent. Voilà. Donc, au final, ce temps suspendu-là est d'une beauté hallucinante. Et je trouve que ça sied bien, en fait, à l'atmosphère globale du film. Donc, Autumn's Tale et The Illegal Immigrant en coffret qui viennent de ressortir chez Spectrum Film dans un gros coffret UHD, Blu-ray, avec un bouquin hyper intéressant également. On va rester du côté de Hong Kong, mais là, on va plutôt avoir le blues pour Shanghai. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le thème de Shanghai Blues composé par James Wong pour le film de Choi Ark, Shanghai Blues, donc de 1984, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, notamment lors de notre émission spéciale consacrée à Choi Ark que nous avions fait en 2017 ou 2018, je crois déjà. Putain, déjà, ouais. Oui, le premier épisode, c'était ça, donc qui vient de ressortir en UHD et en Blu-ray chez Spectrum Film dans une très belle édition. La copie bastonne après l'avoir vu pendant des années dans le très beau DVD déjà de HK Vidéo, donc en DVD. Il était repassé au cinéma Arvor à Rennes en décembre dernier et la copie est monstrueuse et sur le Blu-ray, donc c'est la même, la copie. C'est un écrin absolument splendide, je n'avais jamais vu le film aussi beau et qui est surtout accompagné de bonus, notamment des interviews récentes de Sylvia Chang et de Choi Ark d'une 40aine de minutes qui revient entièrement sur le film et comme d'habitude avec le maître, c'est évidemment passionnant. Donc le film
où Choyark, après quelques déconvenues au box-office et quelques films qu'il ne voulait pas vraiment faire, avait créé sa propre boîte de production, donc la Film Workshop, et c'était le premier film qu'il avait un peu mis sur les rails du succès pour la décennie à venir et à revoir. Donc le film est toujours aussi beau. Une merveille de comédie historico-romantique fortement influencée, je trouve, par le cinéma hollywoodien de l'âge d'or, notamment les films de Michael Curtis avec une photo absolument dingue, ça joue comme des brutes, c'est extrêmement drôle, les pures scènes de vaudeville et des scènes de romance et de comédie musicale purement premier degré qui en font toujours, je trouve, un des plus beaux films de Choyark. Mais on attend, on aimerait bien quand même voir enfin sortir en Blu-ray chez nous Pékin Opéra Blues, qui est probablement un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Moi je préfère Shanghai. Pékin c'est quand même merveilleux, mais c'est plus film d'aventure, film d'espionnage, Showstrap et compagnie, mais les deux se valent, de toute façon, on est d'accord. Donc Shanghai Blues qui vient de ressortir en Blu-ray et UHD chez Spectrum Film, évidemment indispensable si vous aimez le cinéma. Et nous allons continuer à parler de Choyark, car il est sorti récemment en France sur les plateformes Septet The Story of Hong Kong, film anthologique de 7 grands metteurs et metteuses en scène, donc tous quasiment issus de la nouvelle vague hongkongaise dont je parlais de la fin des années 70 et début des années 80, donc film anthologique où chaque réalisateur et réalisatrices reviennent des années 50 jusqu'aux années 2020 sur une décennie. Donc les années 50 c'est Sammo Hung, les années 60 c'est Anne Hui, les années 80 sont pour Patrick Tam, les années 90 pour Yuen Woo-ping, les années 2000 pour Johnny To, les années 2010 pour Ringo Lam dans son dernier film, parce qu'il mourra peu de temps après, et le dernier film, donc les années 2020 pour Choyark. Il n'y a pas de film pour les années 70 parce qu'à la base John Woo était prévu pour réaliser ce segment, mais apparemment des problèmes de santé l'ont empêché de tourner ce film-là. Le film entier est produit par la Milky Way, donc la firme de Johnny To, et les 7 metteurs en scène ont eu carte blanche un peu pour retracer cette histoire de Hong Kong post-Seconde Guerre mondiale. A priori, il y avait un dénominateur commun, il fallait quand même se baser sur un souvenir, sur quelque chose de personnel. Et donc, ce qui fait que un film qui étonne un peu sur un tel sujet, un tel casting, on aurait pu s'attendre à voir une sorte d'évolution politique de Hong Kong, mais pour plusieurs raisons. Je pense qu'on sait que c'est surtout pour les metteurs en scène, s'ils veulent continuer à tourner, très compliqué de parler de la situation politique de Hong Kong et même de son évolution politique, de son rapport avec l'ancien colon anglais et encore plus des rapports avec, depuis que Hong Kong est revenu dans le giron donc chinois en 1997. Mais du coup, ça donne une tonalité assez différente au film qui n'est pas désagréable pour autant parce qu'effectivement, on est basé sur des souvenirs, presque sur de la nostalgie. Mais étonnamment, les films sur son évolution forment un tout assez cohérent parce que justement, ils sont tous resserrés sur l'intime et sur des choses assez particulières et presque doucereuses, à l'exception peut-être du sketch de Choyark sur lequel on reviendra après. Oui, c'est ça. C'est un film qui est très surprenant. Alors, le danger du film à sketch, c'est bien entendu le danger de l'inégalité, à savoir qu'un sketch peut être beaucoup plus intéressant que d'autres, ou d'autres vraiment très 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 faiblards. Et je trouve ici qu'il y a vraiment une très très belle cohérence. D'abord parce qu'en fait, il y a un déroulé chronologique, ça part pas dans tous les sens, donc ça, je trouve que c'est intéressant pour le spectateur qui ne se retrouve jamais perdu. Et puis il y a bien entendu une cohérence, on va dire, identitaire, parce que tous ces grandes réalisatrices et grands réalisateurs, comme tu disais, issus de la nouvelle vague hongkongaise, bon, on leur fait pas à l'envers, on est tous sur du talent plus, mais en effet, il y a quelque chose, ça reste un film surprenant parce qu'il y a certains segments où on voit le nom du réalisateur à la fin. J'exclus Anne Hui de ça parce qu'en fait Anne Hui fait du Anne Hui. Mais elle fait très bien, mais effectivement elle le fait hyper bien. C'est moins surprenant. Mais c'est moins surprenant et en fait il y a des segments qui sont très surprenants. Je pense notamment à celui de Ringo Lam et à celui de Yuen Woo-ping. Ou surtout celui de Yuen Woo-ping où à la fin j'étais là, je fais ah bon, c'est lui qui a fait ça. Après, voilà, en fait c'est un film qui est très touchant, mis à part peut-être le segment de Choyark, parce que Choyark étant un contrebandier, il a fait n'importe quoi,
Mais disons que... il a fait un peu en mode méta, comme si c'était un petit peu l'huile d'Aaron, alors que c'est Johnny To qui a initié le truc. Il se réapproprie un peu le truc, donc voilà, une posture de Lascar, mais bon, ça on n'est pas... on est un petit pied de nez, on va dire. Voilà. On est peu étonné. Après, je pense que c'est difficile de revenir segment par segment, quoi. Je sais pas si on peut le faire. On peut. Le premier, donc c'est Sammo-Hung. Voilà, qui se passe dans les années 50. Donc on est sur l'éducation. Voilà, sur une école de jeunes enfants donc d'arts martiaux, ce qu'il avait déjà abordé, mais en tant que comédien dans un film de Alex Lowe de 88 qui s'appelait Painted Faces, qu'on avait fait ici dans cette émission, qui était rééditée par Spectrum aussi, je crois, qui en fait, Painted Faces revenait sur l'école dans laquelle on grandit les petits génies Jackie Chan, Yuen Bao, Corey Yuen, Sammo-Hung et consorts. Et là, ils en font une version un peu plus digeste et plus... tout aussi touchante, je trouve. Mais parce que le dernier plan du film est incroyable. Oui. On va éviter de divulgacher. Mais après, ça se tient parce que il y a la fameuse contre-plongée qu'on voit dans les bastons de Kung Fu. Elle est toujours là. Sammo-Hung maîtrise parfaitement son espace qui est ultra limité parce qu'on est sur une terrasse, sur un perron. Et il y a combien d'acteurs, de jeunes actrices et de jeunes acteurs ? Il doit y en avoir une vingtaine. Donc l'exercice est ultra bien tenu. Et un plan final qui est absolument bouleversant avec une amorce cicatrice qui est ultra touchante. Après, comme on disait tout à l'heure, Anhui fait du Anhui. Donc il y a histoire intime entre deux personnages sur Headmaster. Voilà, donc on glisse entre les époques, on glisse entre les sentiments. Elle est hyper forte là-dessus, avec des mouvements de caméra en fait qui enveloppent les personnages, qui enveloppent les époques. Donc c'est tout ceci. Enfin, tout est ultra maîtrisé. Donc on va éviter de trop se répéter. Et il y a la photographie ici que je trouve magnifique parce que c'est une photographie un petit peu vaporeuse qui est ultra nostalgique, qui rend parfaitement. Je trouve qu'il rend hommage en fait à ce qu'elle veut raconter. Et moi j'avais noté la discrétion de la musique en fait. Qui est un peu, qui est un peu en sourdine, j'allais dire. Voilà, en retrait. Des fois le thème musical apparaît. Et voilà, ici c'est clairement du Anhui dans le texte. Pas de surprise, mais c'est bien fait parce qu'elle est quand même très très forte pour cette sensation de mélancolie qui glisse à travers le temps. Vraiment, c'est vraiment sa grande force. Qui entretient un peu des liens avec le troisième film, celui donc de Patrick Tam, Tender is the Night, film d'amour contrarié la nuit, les néons, en partie la nuit. Mais... Ouais, réalisation ultra graphique. Alors que de Patrick Tam, on avait ici chroniqué une sortie Spectrum. Les Rebelles du Dieu Néon, je crois. Non, les Rebelles du Dieu Néon, c'est... Oui, non, c'est pas lui du tout. C'est Tsai Ming-liang. Wild Roses... at Heart. Voilà, film absolument magnifique où tu te demandais comment il peut y avoir autant de cinéma dans un film qui fait 1h45. Et ici... My heart is that eternal rose. Ah ouais, c'était vraiment beau ça, putain. Ouais. J'ai encore des souvenirs là-dessus. Et ici, en effet, c'est un film qui est très très beau, une réalisation ultra rigoureuse, les cadres ne dépassent pas d'un cul, production design hallucinante, une tapisserie bleue, verte fluo du meilleur goût, et une séparation, on en parlait, donc une séparation parce que la jeune fille en fait va partir en Angleterre. En Angleterre étudier, donc ça rejoint un peu ce qui va se passer sur An Autumn Tales. En fait, c'est limite une préquelle du film qu'on a évoqué précédemment. Et c'est un film qui est ultra douloureux, mine de rien. Une séquence ou une non-séquence de sexe qui est très douloureuse également. Et le film, par contre, finit de manière absolument majestueuse, en mode symphonie urbaine sur une bagnole dans le Hong Kong. Et moi, j'aime beaucoup ça, les symphonies urbaines. Ah bah, moi aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un très beau film. C'est peut-être
Est-ce que c'est le film le plus... est-ce que c'est le segment le plus touchant? Je sais pas. Je trouve, moi. Peut-être. Autre film étonnant, pour le coup, on l'attendait pas trop là-dessus, parce que c'est pas forcément le plus grand metteur en scène, ou en tout cas le plus révéré, qui est le segment de Yuan Whooping, donc, qui se déroule dans les années 90 avec Homecoming, sur les rapports entre un vieux grand-père, ancien star de la castagne, et sa petite fille. Ouais, alors... Yuan Whooping, on le connaît peut-être plus comme chorégraphe, même s'il a réalisé ce sur-chef-d'œuvre qui est Taisha Master, mais on le connaît plus là. Et surtout, alors la baston, elle y est un petit peu, parce qu'il y a Wong Feng-yong qui est convoqué un petit peu, notamment au travers du prisme télévisuel. Mais je ne m'attendais pas à voir Yuan Whooping avoir une approche en fait sur le conflit de génération, mais de manière comédie de intergénérationnel, mais avec une douceur, une empathie envers les personnages qui est ultra palpable. Alors, ça parle de bouffe, bien entendu. On est en Hong Kong, bien entendu. Ça parle de bouffe. Ça parle de bouffe et de McDo. Ça parle d'apprentissage de la langue anglaise, mais voilà, aller dans une direction aussi sentimentale, aussi empathique, aussi proche des personnages, moi je m'attendais pas à ça. Et que le personnage de vieux qui est vraiment touchant. Ouais. C'est ultra touchant. Et puis tu as la séquence où il arrive avec sa chemise hawaïenne là, qui est oui, on dirait Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Comme en plus, de toute façon, c'est que des films qui sont faits par des yeux. Il y a forcément de toute façon cette sensation du temps qui passe, de la relation intergénérationnelle, parce que là il n'y a pas conflit non plus. Il y a des petites bisbilles, il y a des petites taquineries, mais on n'est pas là-dessus. Du coup, pareil, sentiment doux amer, là, c'est hyper intéressant. Johnny To, après l'initiateur du projet, fait le segment suivant. Pareil. Bonanza, dans ultra chelou. Il revient un peu en fait sur des thématiques qu'il a déjà traitées, notamment dans La vie sans principe, sur les questions de flux économique, d'autant qu'en plus donc c'est les années 2000, c'est post-rétrocession, il y a un peu la Chine qui va se donner un nouveau visage, puis Hong Kong ça a toujours été la place supracapitaliste dans le microcosme sud-asiatique, on va dire vraiment un truc presque débridé, que Johnny To a souvent pas théorisé, mais en tout cas montré dans ses films, que ce soit dans ses polars ou dans ses comédies. Et là, il y a un peu vraiment truc très Johnny To, de personnages un peu bouffons, de situations un peu étranges avec des quiproquos. Mais ce qui était déjà le cas quand ils avaient fait le film à sketch Triangle avec Ringo Lam et puis Choyar, qui était à Cannes, je ne sais plus, en 2006 ou 2007. Je crois que c'était Ringo Lam qui faisait le segment du milieu, où justement d'un coup ça partait tout de suite un peu plus dans la bouffonnerie et compagnie. Et il y a de ça qu'on retrouve là-dedans aussi, parce qu'il aime bien croquer des personnages qui sont en train de discuter dans des bars ou bien dans des cafés, et à qui va avoir une situation qui va s'envenimer, là en l'occurrence des crises pur film sur le capitalisme triomphant, mais capitalisme auquel on a du mal quand même à s'insérer pleinement, donc parce que c'est un peu le bordel. Mais c'est vrai que alors Johnny To est un cinéaste plutôt bavard, il aime bien faire parler. Oui, et puis en plus, on va dire que c'est pas vraiment un cinéaste de la maîtrise scénaristique, quoi. Oui, c'est un peu le bordel. Mais après, son segment, c'est le capitalisme. Là, il joue en plus c'est vraiment le capitalisme boursier, donc c'est le bordel. Donc je trouve que ça s'intègre pleinement. Mais moi, alors j'ai pas tout vu, Johnny To, mais pour moi, Johnny To... a une énorme filmographie. Quand même. Ouais, mais moi, dans ma tête, j'ai un Johnny To mélancolique, nostalgique, exilé, PTU, The Mission, qui me revient en fait. Et pour moi, Johnny To, c'est ça. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, la question du flux, ça l'intéresse même. Alors, et là, c'est le flux financier, mais même dans Breaking News, il avait fait le flux journalistique, le flux d'information. Donc, quand même, ça l'intéresse. Donc, on n'est pas si perdu que ça en fait. Ça s'intègre pleinement dans sa filmographie, comme le segment de Han Hui s'intègre pleinement dans sa filmographie, comme le segment de Sammo Hung s'intègre pleinement dans sa filmographie. Et le segment d'après, donc le 6e, celui de Ringo Lam, Astray. Alors là, par contre, ça s'intègre également, mais Ringo Lam oublie
sa filmo. Ouais, puis qui a un vrai film funèbre et un vrai film posthume, puisque Ringo Lam est mort en 2018 et Septembre était sorti à l'époque à Hong Kong et en Chine en 2020. Un film sur le changement, utilisation des photos hallucinantes d'une tristesse. Là, on n'est même plus nostalgique, on est triste. Et en fait, Ringo Lam filme sa propre mort. Oui, littéralement à la fin. Une beauté incommensurable. Moi, c'est mon sketch préféré, clairement. Et puis, c'est pareil, c'est pas le Ringo Lam. Alors, Ringo Lam, pareil, hein, c'est pas le cinéaste le plus optimiste du monde. Non. Mais non, il a fait des polars quand même d'une violence. Voilà, il y avait quand même quelque chose de funky ou dans son cinéma de genre où full contact. T'as jamais vu ça? Full contact avec Ringo Lam, avec Chow Yun-fat fin 80, c'est un peu son Bad Boys 2 à lui, quoi. C'est monstrueux. On avait fait Red Alert, il me semble, quand t'étais ressorti. Prison on Fire, City on Fire. Voilà. Mais ici, vraiment, il délaisse complètement le genre. Et en fait, le genre, c'est ce qui va travailler comme genre. En fait, c'est le genre, c'est le matériau cinématographique. Voilà, c'est un film qui est à la lisière finalement du documentaire, de l'autobiographie, du film familial, vu qu'il filme sa propre mort, et en même temps un petit peu du film de voyage, mais du film de voyage qui reste en fait qui tourne en rond. C'est un segment absolument bouleversant et Ringo Lam est un cinéaste que j'ai toujours apprécié. Je suis content qu'il termine en fait là-dessus. Donc voilà. Et pour terminer, le fanfaron. Voilà, donc le dernier, donc le Choyark, film, on va dire, presque futuriste, puisqu'il se déroule dans les années 2020, où il y a une conversation un peu absurde qui se crée, qui se met en place entre lui-même, mais incarné par un autre, bien que lui-même apparaisse. Il fait des références à John Woo, justement, qui n'est pas là. Al-Nui aussi apparaît à la fin, un genre de pied de nez qui est un peu plus rigolo et qui justement permet de finir sur une note presque optimiste, en tout cas un peu plus rigolarde et voire vacharde pour ses petits camarades. Du côté méta, là, qui est pas déplaisant. Exactement, qui est rigolo comme tout. Donc, Septet, The Story of Hong Kong, disponible sur quelques plateformes. Voilà, merci. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, Thibaut. Alors, mon coup de cœur, moi, ça va être Volver, Una película de Almodóvar, que je n'avais toujours pas vu. Film de 2006, un grand prix d'interprétation pour tout le cast féminin à Cannes. Ouais, film de 2006. Donc, un film, j'ai envie de dire, évident, en fait, de la part du grand Pedro. Production design hallucinante, direction d'actrice hallucinante, bien entendu, un mélange des genres et des sentiments hallucinant. En fait, voilà, il y a tout qui se déroule à merveille. Le film est presque trop facile, tellement il est, je pense, au sommet de... Ouais, il est au sommet, là, il est au sommet de... Il était, comme on dit, au top du hip-hop. Il est au sommet de son art. Et pourtant, même quand tu es au sommet de ton art, même quand tu as des actrices toutes plus folles les unes que les autres, folles en termes de talent, hein, bien entendu, les unes que les autres, on est quand même chez Pedro Almodóvar. Et il y a du vice. Il y a des relations familiales compliquées. Ah oui. Et il y a même des sacrés... il y a des sales cons. Hein. Il y a même des sacrées saloperies. Et en fait, même dans la beauté, Almodóvar ne peut s'empêcher d'y ajouter de malheur. Et je trouve ça absolument délirant. C'est peut-être la force, en fait, du geste du cinématographique du cinéaste espagnol. Exactement. Alors moi, ce sera deux choses. Ça sera un film indien de 2022, donc Malayalam tourné dans l'état du Kerala, et la Virza Punchira de Sabi Kabir sur deux flics qui stationnent donc dans les montagnes du Kerala. Il se passe des trucs chelous parce qu'un des flics est encore plus chelou que l'autre et ça part en sucette. Très beau film, hyper bien tenu, de 1h45, c'est absolument formidable. Et sinon, ce sera Les Gaspards de Pierre Tchernia, fable écologiste contre la gentrification et la transformation de Paris. 1974 dans son jus, pur casting, Philippe Noiret, Michel Serrault et compagnie. C'est très très chouette. Merci Thibaut à la mise en scène de cette émission et pour ta participation. On se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.